Bonjour ou rebonjour à ceux que j'ai déjà vus, bonjour à ceux qui viennent de nous rejoindre. Vous êtes au bon endroit pour tout savoir sur le marché du travail. On va avoir 30 minutes de session avec Virginie Pirez, qui est consultante entreprise pour l'APEC. Je vous propose de l'applaudir dès maintenant. Alors, 20 minutes d'interview, questions-réponses, et ensuite 10 minutes de questions avec vous, le public. Donc, si vous avez des questions qui vous viennent en tête pendant l'interview de Virginie, gardez-les en tête, notez-les sur un papier et n'hésitez pas à les poser à la fin. Vous êtes là pour ça. Virginie est une experte, une grande experte du marché du travail. Donc, elle pourra vraiment vous donner les bons conseils pour votre orientation et pour votre future carrière également. Alors l'APEC, je le rappelle, Virginie Pirez, c'est l'association pour l'emploi des cadres. Mais ce matin, nous allons élargir notre interview évidemment à l'ensemble du marché du travail dont vous allez être concernés. Quel que soit votre niveau de formation ou votre expérience professionnelle, cette interview, elle va parler à tout le monde, à tous les niveaux. Alors, le marché du travail, il est vraiment en train d'être révolutionné. Ça, c'est un secret pour personne. Que ce soit par le monde qui nous entoure, mais aussi de l'intérieur, par les salariés, les travailleurs qui changent de génération en génération. Et déjà, on va commencer par une petite introduction. Vous et l'APEC, vous avez identifié 5 chocs majeurs qui sont en train de bouleverser le travail. Et je vous laisse justement nous les exposer. Donc, on a une première mission, et c'est principalement ma mission. Accompagner les entreprises pour sécuriser les recrutements, leur permettre d'attirer et de fidéliser. Nous avons une deuxième mission qui est de sécuriser les parcours professionnels des cadres, donc qu'ils soient en poste, et ils viennent dessiner avec nous le poste d'après, ou qu'ils soient en recherche d'emploi. Et puisque, avant d'être cadre, on est surtout jeunes diplômés, on accompagne aussi beaucoup les jeunes diplômés dans la recherche d'alternance, dans la recherche de stage, dans la recherche du premier emploi. En fait, on accompagne tout Bac plus 3 et plus, c'est ce qu'il faut retenir, Bac plus 3 et plus, qu'on soit cadre ou agent de maîtrise. Et on a une troisième mission au sein de l'APEC qui est d'être observatoire du marché de l'emploi cadre. Et à ce titre, on a une responsable prospective, voilà une idée de métier, qui, aidée d'un cabinet de sociologues, a compilé 400 sources d'informations sur le futur du travail. Donc ces 400 sources, c'est bien sûr les études que l'APEC mène, mais c'est aussi des études d'autres observatoires, d'autres organismes d'études comme l'INSEE, des instituts de sondage comme l'IFOP, des études publiées par des universités comme le MIT, même des études publiées par la CIA. Voilà, pour vous dresser un peu le panorama de nos 400 sources. Et donc, on a identifié de fortes tendances, à partir de ces traces compilées dans les études, de fortes tendances qu'on a appelées chocs, parce qu'on veut provoquer une prise de conscience et on veut vous permettre d'anticiper donc, sur le futur du travail. Alors, quels sont ces 5 grands chocs? Le premier, c'est le nouveau rapport que nous avons vis-à-vis du travail. Par exemple, on voit la montée du freelancing, de plus en plus de travailleurs indépendants. On cherche aussi, on attend du travail autre chose. On attend un travail plus utile qu'utilitaire, qui porte du sens, qui ne soit pas qu'alimentaire. Nos attentes exprimées vis-à-vis du travail évoluent, exprimées notamment par les jeunes générations que vous êtes. Donc merci, parce que souvent vous dites ce que nous, plus anciens, on pensait tout bas, on n'osait pas le dire. Vous, les jeunes générations, vous l'exprimez, donc merci. Et du coup, les entreprises doivent tenir compte de ces nouvelles attentes. Deuxième choc, le choc technologique. Alors qu'est-ce que ça embarque? Le numérique avec l'IA, la robotique, les objets connectés, tous des aspects qui font déjà partie de notre quotidien. Troisième choc, le choc écologique, et tu en as beaucoup parlé Karine, merci. Effectivement, le climat change, les phénomènes météo s'accentuent, ça a un impact sur le travail, on va le voir. Quatrième choc, un choc démographique. La France vieillit, fait moins d'enfants, donc ça s'impose comme une réalité pour les entreprises, et c'est aussi source d'opportunités pour de nouveaux métiers. Il faut avoir ça en tête pour anticiper son orientation.
5e choc ou grosse tendance, l'évolution des postures vis-à-vis de la diversité, vis-à-vis de l'inclusion. Alors c'est vrai que outre-Atlantique, ces postures tendent à se durcir et à être remises en question. Néanmoins, il faut savoir que 80% des cadres français trouvent que c'est légitime d'avoir des indicateurs d'ouverture d'une entreprise aux femmes, par exemple, aux seniors, aux jeunes issus des quartiers prioritaires de la ville. Tout ça, c'est vraiment des questions qui animent au quotidien les entreprises que je rencontre. Voilà, donc ce travail de prospective fait l'objet de cette interview, mais il existe également un carnet que vous allez pouvoir télécharger à la fin, qui est aussi mis à disposition à l'entrée. Et surtout, ça prend la forme d'une exposition où on a rendu visible nos sources d'information, et on l'a même conçu, cette exposition, comme étant immersive, c'est-à-dire qu'on peut voir des situations de travail de demain dans cette exposition, qui sera dans notre centre Paris République, là en avril. Donc les entreprises peuvent s'y inscrire, peuvent venir le visiter le 9 avril et le grand public du 6 au 10 avril. Merci. Alors on va se focaliser sur déjà un choc, je pense, qui intéresse tout le monde ici, c'est le choc du numérique et l'intelligence artificielle, bien entendu. Aujourd'hui, on ne peut pas parler du travail sans parler de l'IA. L'IA, ça fascine, mais ça inquiète aussi. On a un petit peu peur de s'engager dans une formation et de se dire, après, quand je vais sortir de ma formation, peut-être que mon travail n'existera plus et sera remplacé par l'IA. Est-ce que c'est une inquiétude vraiment qui est réelle, qui est justifiée ? C'est une inquiétude qui est légitime. Mais j'ai un tempérament plutôt optimiste, donc moi, je ne suis pas du tout dans cette vision pessimiste. Pourquoi ? Parce qu'on a connu une révolution industrielle, on a connu l'arrivée d'Internet, et qu'est-ce qui s'est passé ? Oui, on avait peur, mais à chaque fois, on s'est adapté. Donc, je ne verse pas dans cette vision des choses. Et puis, ce que j'observe aussi, c'est qu'aujourd'hui, il y a des voix qui s'élèvent pour dire finalement, l'IA ne dégage pas autant de leviers de productivité qu'on l'attendrait. Aujourd'hui, ça prend plus de temps qu'on ne l'avait imaginé. Ne serait-ce que, vous le voyez bien, on passe du temps pour rédiger un prompt correctement, pour avoir un résultat qui soit waouh. Donc, on n'en est pas encore à vraiment accélérer les choses. Je vais prendre un exemple de métier que l'on dit menacé, l'analyste financier. Effectivement, il comporte un certain nombre de tâches automatiques qui peuvent être remplacées, mais néanmoins, ce que j'observe aussi, c'est qu'il y a des masters qui intègrent dans leur formation l'IA, qui forment les analystes financiers à l'usage de l'IA. Donc voilà, j'ai plutôt une vision optimiste de me dire on va s'adapter à cette révolution technologique. Alors, en restant optimiste, justement, est-ce qu'il y a des secteurs qui vont vraiment profiter de l'IA ? Est-ce qu'il y a des gagnants de l'IA ? En fait, vers quel secteur il faut se diriger pour être sûr d'avoir un avenir, être sûr que son métier ne soit pas volé par l'IA ? Alors, je l'ai dit, c'est tous les métiers dont les tâches peuvent être automatisées qui vont se voir transformés par l'IA, et à contrario, tous les métiers qui doivent toucher un système complexe tel qu'un être humain ou un moteur de voiture, là il y aura moins d'automatisation possible, donc des métiers un petit peu plus préservés. L'IA va profiter, enfin c'est selon une étude des chercheurs de Stanford, l'IA profiterait d'abord aux salariés les moins qualifiés, les moins expérimentés, parce que ça permet d'acquérir plus vite de bonnes pratiques. Et j'imagine que notre auditoire le voit déjà aujourd'hui. Avec l'IA, c'est plus facile de rédiger un bon mail de motivation sans faute que sans IA. Néanmoins, oui, les nouveaux métiers qui vont émerger, selon le CIGREF, qui est une association de grandes entreprises s'intéressant aux impacts du numérique, de nouveaux métiers vont émerger, notamment liés au développement des IA génératives et surtout à la supervision des IA génératives et de leur production. Derrière l'IA, derrière les intelligences artificielles génératives, on parle aussi d'informatique quantique. Il faut avoir ça comme mot-clé en termes de veille sur l'orientation. Donc, qu'est-ce que c'est que l'informatique quantique ? Ce sont des ordinateurs qui vont encore être plus rapides, qui vont être capables de réaliser des calculs jusqu'à 2000 fois plus rapidement que nos ordinateurs actuels. Donc ça va susciter des perspectives de métier, notamment dans la santé, parce qu'on va pouvoir
mieux mesurer le développement de nouveaux médicaments. Donc dans le domaine de la santé, dans le domaine de la finance et de l'investissement, comme je l'ai dit, dans le domaine météorologique, c'est vrai que par rapport aux conséquences du changement climatique, on va pouvoir mieux prédire les phénomènes extrêmes et mieux prédire comment les éviter, comment les atténuer. Donc tout ça, ça va, l'informatique quantique, susciter de nouveaux métiers. Mais ça, on le prévoit plutôt pour 2030-2035. Voilà. Alors justement, j'ai lu dans un rapport de l'APEC qu'Amazon Amazon ajoute 1 millier de robots par jour en ce moment. D'ici 2030, Amazon aura plus de robots que d'employés. Est-ce qu'on va tous travailler avec des collègues robots d'ici quelques années? Alors c'est vrai chez Amazon, c'est vrai dans d'autres secteurs. Dans les maisons de retraite, aujourd'hui, vous avez déjà des robots qui peuvent distribuer les repas, qui peuvent distribuer les médicaments. Chez Ariane Group, j'ai eu la chance de visiter ce site. Vous avez des robots qui sont portés par les opérateurs de production et qui vont ensuite mieux visser qu'un opérateur seul. Donc on appelle ça l'interface homme-machine des cobots. Donc ça existe déjà. Donc il faut, l'intégrer. C'est pas demain, c'est maintenant. Alors, il faut se former à l'IA, c'est important de comprendre comment ça marche. Il faut apprendre à développer son sens critique par rapport à l'IA, ça aussi c'est super important. Est-ce qu'il y a en plus des écoles qui peuvent nous former à l'IA ? Oui, je l'ai dit tout à l'heure, je repère des masters dans la finance qui intègrent l'IA. Je ne peux pas faire la liste de toutes les écoles pour chaque métier. Vous le disiez, Karine, effectivement, il faut développer son sens critique. Et ça, c'est le Forum économique mondial de Davos qui voit qu'en très peu de temps, là, très récemment, les compétences clés ont vu leur ordre modifié. Et donc aujourd'hui, ce qui est super important, c'est d'avoir une pensée analytique, d'avoir une capacité d'apprentissage actif. Donc ce sont des choses à prouver déjà dans son acquisition de compétences durant les études et puis plus tard dans sa communication lorsqu'on recherchera un job. Pensée analytique, apprentissage actif, capacité à résoudre des problèmes complexes. Et là aussi, je vois des formations qui ne cherchent plus à avoir vraiment des formations descendantes, mais à vraiment mettre les jeunes que vous êtes en situation de problem solving. Donc c'est vraiment une approche pédagogique complètement différente. Ce qu'on va attendre de vous, c'est aussi de la pensée critique et de la créativité qui peut, être alimentée par l'IA, mais voilà, qui peut aussi être alimentée par les compétences sociales que vous allez développer. Donc, votre capacité à travailler en équipe, par exemple. On va aussi attendre beaucoup de vous de l'autonomie, des preuves d'autonomie. Donc, puisque il est facile d'avoir des réponses toutes faites, comment vous allez chercher de l'info, comment vous l'appropriez, ce que vous en faites, l'autonomie, votre capacité à être proactif, à être force de proposition, c'est vraiment de plus en plus les compétences clés qui vont être demandées par les recruteurs. Alors justement, l'IA, ça pose quand même un problème environnemental, je le rappelle. Oui. Ça contribue à l'empreinte carbone, ça émet beaucoup de gaz à effet de serre, ça consomme de l'énergie, des ressources. Pour construire les data centers, il faut utiliser des métaux rares, dévaster des terres naturelles, il ne faut pas l'oublier. Les data centers consomment beaucoup d'eau. Et justement, ça va nous amener à la question écologique, aux métiers écologiques qui sont du coup encore plus indispensables pour justement travailler avec le numérique. Alors justement, on va parler du choc écologique cette fois-ci, qui est l'un des 5 chocs que vous avez énoncés. Il y a quand même une énorme augmentation du nombre d'offres d'emploi en rapport avec l'environnement. Si on veut travailler dans l'environnement, c'est peut-être le cas de certains ici, quel niveau de qualification, quelle formation, justement, comment il faut s'y prendre pour avoir un métier écologique ? Alors, par rapport à la transition écologique, tous les niveaux de qualification sont attendus. Selon une étude de l'INSEE, près de 500 000 salariés exercent un emploi vert. Je reviendrai sur cette qualification. Et seulement un quart de ces 500 000 salariés ont un niveau Bac plus 3 et plus. Donc, le champ est ouvert. Pour les fonctions cadres que je représente, c'est vrai que quand on cherche à être cadre dans les métiers verts, ce qu'on mesure, nous, c'est que 87% des candidats à une offre d'emploi cadre pour un métier vert, ces candidats ont un diplôme de niveau Bac plus 5 et plus.
Pour l'ensemble des emplois, on est plus proche des 80%. Donc ces métiers demandent des qualifications assez importantes et une expertise importante. C'est particulièrement vrai dans l'environnement et l'agronomie. Pour 40% des candidats sur ces métiers verts, ils sont diplômés d'écoles d'ingénieurs. Voilà. Et sur les offres que nous publions sur apec.fr, ce qu'on mesure aussi, c'est que 30% sont ouverts à des jeunes diplômés. Donc ce qui est un ratio plutôt important. Alors, pour ce qui est des métiers verts, un métier vert, c'est vraiment un métier à finalité environnementale dont les compétences mises en œuvre contribuent à mesurer, prévenir, maîtriser, corriger les impacts négatifs et les dommages sur l'environnement. Et puis les professionnels de l'orientation qui sont là aujourd'hui donc distinguent les métiers verts et les métiers verdissants. Donc c'est les métiers classiques mais qui doivent intégrer la transition énergétique. Par exemple, un responsable achat à qui on demande de faire davantage d'achats durables, ou un contrôleur de gestion qui va être concerné par les normes environnementales. Voilà, ça, ce sont des métiers verdissants qui transforment, voilà, cette transition transforme beaucoup les métiers. Alors, on va être encore plus concret. Quels sont les métiers qui recrutent le plus? L'APEC a identifié 17 métiers. Vous allez nous en parler un petit peu, puis on va les voir notés juste ici. Voilà, 17 métiers verts. Alors vous voyez qu'ils sont assez divers, que ce soit dans l'ingénierie, la recherche et le développement, que ce soit dans la production et la maintenance industrielle. La maintenance industrielle, c'est vraiment un secteur en tension. Les métiers commerciaux, là aussi il y a beaucoup de débouchés parce que le métier commercial a été délaissé, bien souvent au profit des fonctions marketing. Je vois beaucoup de jeunes en recherche d'emploi pour le marketing et voilà, ce serait bien de commencer par une expérience commerciale bien formatrice. Pourquoi pas en environnement et énergie. Des métiers autour de la qualité, de l'hygiène et de la sécurité, ce qui donne l'explication des acronymes juste en dessous. Qualité, hygiène, sécurité, environnement, ça ce sont des métiers verts qui se développent énormément. C'est un secteur en croissance qui reste pour l'instant un marché de niche, mais effectivement un secteur en croissance. Voilà. Et pour les métiers verdissants, on a près de 800 000 cadres du privé qui exercent ces métiers. Alors, j'ai une question quand même, je pense que ça va intéresser tout le monde ici. C'est bien beau de travailler dans l'environnement, mais est-ce qu'on a de bonnes conditions de travail et est-ce qu'on a un salaire intéressant si on travaille dans l'environnement? Oui, Karine, tout aussi intéressant que dans les autres secteurs. Donc ce qu'on mesure, nous, dans les offres d'emploi que nous publions, c'est que le salaire médian, il est de 43 000 €. Donc ça veut dire que 50% des offres d'emploi sont en dessous de 43 000 €, annuel brut. Nous, on parle toujours en annuel brut. Et 50% des offres sont au-dessus de 43 000 €. Donc 80% des offres pour des métiers cadres se situent entre 33 000 et 55 000 €. Donc la fourchette haute, là pour le coup, est un petit peu plus basse que pour les autres offres, mais ça reste, pour les autres offres, on est dans une fourchette de 33 à 163 000 €. C'est vraiment une voie d'avenir pour la planète, puis aussi pour notre carrière. Effectivement, on va aborder une autre transformation du travail qui intéresse, je pense, aussi beaucoup ici le public. Le travail hybride, le télétravail, le temps choisi, toutes ces nouvelles manières de travailler. Est-ce que, par exemple, le télétravail, qui intéresse beaucoup de monde, c'est pour tout le monde? Quelles compétences il faut avoir? Quel type de métier? Alors oui, on a publié récemment une étude sur le télétravail qui n'est pas en recul parce que les entreprises ont bien compris que c'était un vecteur d'attractivité et de fidélisation. Ceci dit, je nuance en disant que le télétravail n'est pas fait pour tout le monde. Dans les faits, ce qu'on observe, c'est que le portrait robot du télétravailleur, c'est plutôt une télétravailleuse d'ailleurs. Elle est cadre, ingénieure, plutôt dans les fonctions informatiques ou études R&D, les ingénieurs. Cadre, le télétravail concerne principalement les cadres, 70% de télétravailleurs, ce sont des cadres, moins les ouvriers. Bah oui, on est opérateur de production, on a besoin d'être sur la machine. Il concerne plus les salariés expérimentés qui peuvent avoir jusqu'à 3 jours de télétravail que les jeunes. Quand on est entre 18 et 24 ans, en moyenne, on télétravaille 2 jours par semaine.
C'est déjà pas mal, tout à fait. Et c'est vrai qu'on peut aussi se dire que ça vient au bout de la démonstration de la preuve de l'autonomie. Ce qui fait que... Quand même. Il faut montrer sa capacité à être proactif, comme je le disais tout à l'heure. Et puis le télétravail, c'est pas fait pour tout le monde. Parfois, c'est stressant d'être isolé, d'être face aux multiples sollicitations. Donc, il faut avoir démontré une certaine maturité émotionnelle. Alors, tout ce dont on vient de parler, la transition écologique, le bien-être des travailleurs, ça rentre dans le concept de l'économie circulaire. Je rappelle encore une fois que nous sommes dans une zone, justement, qui travaille sur le concept d'économie circulaire, ici au campus ICM. Alors, nous sommes aujourd'hui dans ce lieu, justement, qui nous accueille avec plein d'entreprises qui font partie du domaine de l'économie circulaire. Pourquoi l'économie circulaire, selon vous, c'est vraiment un secteur d'avenir ? Oui. Alors, aujourd'hui, il y a 4200 entreprises qui participent activement à l'économie circulaire en valorisant des ressources, en encourageant le réemploi, en réduisant les déchets. Donc, 4200 entreprises, ça correspond à 800 000 postes. C'est clairement un secteur d'avenir selon moi parce que notre rapport au travail, comme je le disais tout à l'heure, a fortement évolué. On ne travaille plus aujourd'hui uniquement pour gagner sa vie, mais vraiment pour que son travail soit utile aux autres, à la société, à la planète. Donc ce qu'on mesure aussi dans nos offres d'emploi, dans nos études, c'est l'émergence d'un poste comme chef de projet économie circulaire. Donc, ce type de poste consiste à mettre en place un ensemble de process de gestion des flux qui correspondent davantage à une logistique inversée. Donc, il faut de l'expertise pour collecter ce que j'appelle les déchets, mais derrière, ça peut être des téléphones, ça peut être des voitures, ça peut être de l'électroménager. Je sais que le site ici a incubé une start-up qui aujourd'hui marche très bien, Murphy. Donc il s'agit de collecter ces biens, ensuite de les remettre en emploi, puis ensuite de les redistribuer. Donc c'est vraiment ce qu'on appelle une logique de logistique inversée. Il nous reste très peu de temps, mais en quelques mots, si vous avez un conseil, le conseil à donner à tous ces jeunes ou ces adultes en reconversion ici, pour trouver une formation, se diriger vers le bon emploi, quel conseil vous voulez leur donner ? Alors, il faut, comme je le disais, faire preuve de proactivité, aller chercher de l'info. Déjà, vous n'êtes pas seul. Depuis 2014, vous avez accès, tout au long de votre parcours, à du conseil en évolution professionnelle qu'il délivre les missions locales pour les jeunes de 16 à 25 ans. En plus, sur le territoire, on a de super opérateurs qui délivrent de l'information telle que Oriane. Nous aussi, on délivre du conseil en évolution professionnelle. On est là tout au long de votre parcours pour le sécuriser et vous aider à tracer votre chemin et le poste d'après. Le conseil, en général, oui, je vous l'ai dit, c'est de la proactivité, c'est aussi savoir se construire son réseau. Être bon sur Insta, sur Snapchat, c'est cool. Essayez aussi d'avoir une approche sur LinkedIn. LinkedIn, c'est vraiment un réseau social professionnel qui peut vous permettre d'aller démarcher tel ou tel chef de projet en économie circulaire, de l'interroger sur son métier, de vous ouvrir son réseau. Et tout ça, ça s'apprend. C'est pas évident. Je le vois parce que j'ai des jeunes autour de moi. Ça demande d'autres compétences que d'être balèze sur Snapchat. Moi, j'y connais rien. Mais sur LinkedIn, on touche notre bille. Professionnel, et je confirme, effectivement, c'est super simple d'envoyer un message à quelqu'un qui fait le travail qu'on aimerait faire, lui poser des questions, lui demander comment il a fait, lui demander des conseils. Certaines personnes sont vraiment très contentes de donner des conseils sur LinkedIn. Alors, juste avant de clore cette interview, vous avez 2 livres à nous présenter brièvement. Donc le carnet qui retrace toutes les tendances, tous les chocs que j'ai évoqués et qui peut être téléchargé. Et puis vous avez là aussi à côté de votre livre, Karine, le livre de mon directeur général qui, à partir des tendances, a livré sa réflexion. Donc si vous voulez approfondir la vision du futur du travail, ça peut être bien de consulter ces 2 ouvrages.
toutes les clés pour avoir un métier d'avenir. Donc le petit stand est juste à la sortie, il y a plusieurs livres, vous pouvez les feuilleter, c'est en accès libre. On a quelques minutes pour des questions-réponses, profitez-en. Vous avez une experte du marché du travail qui a analysé les grandes tendances. Si vous avez une question, n'hésitez pas, levez la main, allez-y, elle est là pour ça quelques minutes. Toutes les questions sont bonnes à prendre, hein, ça intéressera tout le monde. Donc allez-y, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une question ici que vous soyez en formation, recherche d'emploi, que vous soyez accompagnant, professionnel, vous avez une question à lui poser sur le marché, même ça peut être très précis, hein, très spécifique. Allez-y, levez la main. On prend votre question. Ah, une question. Allez-y, allez-y. Oui. Oui, globalement, ce que j'observe dans les entreprises que je rencontre, à la Défense ou même un peu plus loin, oui, il y a de plus en plus de politiques d'horaires flexibles, notamment parce qu'il y a des politiques de parentalité active. Donc on sait bien que ça impose, être parent, ça impose quelques contraintes. Donc de plus en plus, on peut avoir des horaires flexibles. Facilement à un employeur maintenant de choisir ses horaires? Oui, alors ce qui peut être malin, c'est de formuler la question sur quelle est votre politique en termes d'horaire. Comme ça, c'est le recruteur qui vous pose ses règles, ses codes, et à vous de voir si vous avez envie de vous y adapter. Mais la question ouverte de quelle est votre politique en termes d'horaire, elle est tout à fait entendable. Elle est légitime. Oui. Est-ce qu'il y a une autre question? Il y en a une autre question. Je vais peut-être passer le micro parce que c'est un petit peu loin là quand même. Merci. Bonjour madame. J'aimerais savoir si les métiers liés à la mécanique, à la conception 3D, ils pourraient être en danger de disparition à cause de l'IA. Oui, tout ce qui est calcul peut être fait par l'IA, mais je ne le vois pas à court terme. Et j'ai visité il n'y a pas très longtemps le Garac, qui n'a pas ce type d'inquiétude non plus. Et ils sont présents d'ailleurs aujourd'hui, il me semble. C'est vraiment une question à leur poser à eux. Est-ce qu'il y a une autre question? On a encore le temps pour une question. Une dernière personne qui a une question? Non, pas de question. Si vous n'avez pas de question, vous pouvez toujours demander à Virginie Pires ce que vous voulez à la suite. Devant. Ah, une question? Devant. Désolée. Hop. Bonjour madame. Est-ce que par exemple pour les métiers qui travaillent par exemple dans le développeur ou par exemple en conseil, est-ce que ce sont des métiers qui pourraient être menacés par l'avancée de l'IA dans tous les secteurs? Oui. Métiers de développeur, métiers du conseil, oui, ils sont fortement impactés. Je ne dis pas qu'ils vont disparaître, mais ils sont fortement impactés. Aujourd'hui, on peut développer du code avec l'IA, carrément. Selon vous, pour se lancer là-dedans, pas une bonne idée? Non, je pense qu'il faut développer des compétences de supervision de ce que l'IA a produit. Donc, c'est peut-être un petit peu plus qualifié, un petit peu plus expert. Et les métiers du conseil, c'est le mien, par exemple. Et effectivement, je vois l'impact de l'IA sur mon métier. Une entreprise aujourd'hui peut demander à l'IA quelle doit être ma stratégie de sourcing pour recruter des mécaniciens. Là où moi j'apportais du conseil avant, l'IA peut produire le résultat. Mais ça m'amène à, parce que je l'ai fait avant, à pouvoir critiquer la réponse de l'IA. À me dire, ah oui, tiens, ça j'avais pas pensé, mais ça c'est bateau comme conseil, je ne donnerai pas ça comme conseil à une entreprise. Donc les métiers sont transformés, mais je ne parle pas encore de disparition là. Transformation plutôt qu'une disparition. Merci beaucoup à tous pour votre attention, pour vos questions.